et bienvenue pour ce webinaire sur les nouveautés du document unique. Tout d'abord, nous vous remercions de nous rejoindre. Nous allons traiter la question de ces nouveautés. Est-ce une révolution? Nous allons donc passer 45 minutes tous ensemble pour traiter de ce sujet. Et puis, nous aurons 15 minutes de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Donc, vous pourrez poser vos questions dans la rubrique Q et R. Et puis, nous y répondrons. Étant donné que vous êtes très nombreux à nous rejoindre aujourd'hui, nous ne pourrons pas répondre à l'ensemble de ces questions. Cependant, nous reviendrons vers vous par mail. Nous vous redirigerons vers votre service de santé au travail si besoin pour répondre à vos interrogations. Le support de ce webinaire ainsi que le replay seront disponibles d'ici 1 ou 2 jours sur le site Internet du réseau Présence PACA Corse dans la rubrique ressources. Donc, ce webinaire vous est présenté, donc vous est proposé par le réseau Présence PACA Corse qui regroupe 16 services de prévention et de santé au travail. Le contenu de ce webinaire a été réalisé par les services de santé au travail AIST 84, AMETRA 06, GMSI 84 et Santé au travail Provence. Nous serons 4 intervenants pour animer ce webinaire. Donc avec nous, nous avons Monsieur Julien Cochard. Bonjour, Julien Cochard, je suis ingénieur en évaluation des risques à l'AMETRA 06 dans les Alpes-Maritimes. Également, nous avons Lucie Dezé. Bonjour, Lucie Dezé, je suis conseillère en prévention des risques professionnels au GMSI 84 dans le centre de l'Île-sur-la-Sorgue dont le siège est à Carpentras. Puis Lucie Nittard. Donc, Lucie Nittard, technicienne hygiène et sécurité pour l'AIST 84 et basée sur Avignon. Et moi-même, Élodie Lemonnier, intervenante en prévention des risques professionnels pour Santé au travail Provence sur le site de Salon. Au programme, aujourd'hui, nous allons commencer ce webinaire par une présentation des services de santé au travail. Puis, nous nous demanderons ce qu'est le DURP, document unique d'évaluation des risques professionnels, et pourquoi faut-il réaliser ce document. Nous continuerons en abordant le cadre réglementaire qui borde l'élaboration de ce document unique pour finir par une explication sur les grandes étapes qui vont constituer l'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels. Avec ce programme, vous allez vous demander, mais où sont les nouveautés pour lesquelles vous vous êtes inscrits? Eh bien, vous allez les voir apparaître tout au long de ce webinaire en orange. Et pour que ce soit encore plus clair, vous aurez le panneau New qui va s'agiter dès lors que vous êtes devant une diapo avec donc des nouveautés qui concernent la loi santé-travail de 2021 et le décret de mise en application au 31 mars 2022, c'est-à-dire aujourd'hui. Commençons maintenant avec une présentation des services de prévention et de santé au travail. Mais qui sont-ils? Les SSTI sont des associations de droit privé à but non lucratif de loi 1901. Nous sommes constitués d'équipes pluridisciplinaires animées et coordonnées par des médecins du travail. On y retrouve deux aspects. L'aspect médical, qui va regrouper le médecin du travail, l'infirmière diplômée d'État en santé au travail, la secrétaire médicale, et également un aspect technique, qui va regrouper des ingénieurs, psychologues, ergonomes, techniciens, conseillers en prévention, assistantes sociales, assistantes en santé et sécurité au travail. La composition de cette équipe technique va varier en fonction des différents services de santé au travail. Nous avons 4 missions historiques. Donc la toute première étant les actions de santé au travail en entreprise, le fait de conduire ces actions dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. La deuxième mission étant d'assurer la surveillance de l'état de santé des travailleurs et des effets de leurs expositions aux facteurs de risque professionnels.
Ensuite, nous avons une mission très importante de conseil aux employeurs, aux salariés et aux délégués du personnel sur les dispositions et mesures afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail et de prévenir la consommation d'alcool et de stupéfiants sur les lieux de travail. Également, les conseils portent sur différents types de harcèlement et de réduire évidemment les effets d'exposition aux facteurs de risque professionnel. Nous avons une 4e mission historique qui va être par rapport à la traçabilité et à la veille sanitaire. Vos services de santé au travail évoluent. Nous sommes passés de services de santé au travail à services de prévention et de santé au travail. Donc symboliquement, le terme prévention a été ajouté pour vraiment accentuer notre rôle dans l'évaluation des expositions et la prévention des risques professionnels. La loi santé au travail précise les missions des services de prévention et de santé au travail en vue de contribuer à la santé publique afin de préserver au cours de la vie professionnelle des travailleurs un état de santé qui va être compatible avec son maintien dans l'emploi. Les nouvelles missions donc, vont concerner le renforcement de l'assistance dans des entreprises de manière pluridisciplinaire pour l'évaluation et la prévention des risques professionnels. Également, nous sommes là pour vous conseiller sur l'amélioration des conditions de travail et donc sur l'impact du télétravail, qui est un élément de plus en plus actuel sur la situation des salariés et donc sur leurs conditions de santé et de sécurité au travail. Cette loi santé-travail va officiellement nous apporter un rôle dans la promotion de la santé publique. Ça passe par des campagnes de vaccination et de dépistage, ainsi que par des actions de sensibilisation à la pratique sportive, par exemple, des sensibilisations aux situations de handicap. Et donc, nous sommes là pour vous accompagner dans les changements organisationnels de votre entreprise et dans l'analyse de leurs impacts sur la santé et la sécurité de vos travailleurs. Maintenant que nos rôles sont redéfinis et reprécisés, nous allons donc nous tourner vers Lucie Nittard qui va nous expliquer ce que c'est que le DUERP, document unique ou document unique d'évaluation des risques professionnels. De quoi parle-t-on précisément, Lucie ? Alors, merci Élodie pour cette question auquel je vais essayer de répondre. Le DU, le document unique, c'est avant tout un outil, un moyen de prévention qui est là pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs. C'est une démarche d'inventaire où on va venir identifier et classer les risques selon des critères et les risques présents dans l'établissement. On doit ensuite retranscrire tout ça dans un seul document et qui sera sous la responsabilité de l'employeur. Alors, la réglementation autour du document unique, elle est issue du Code du travail et elle subit des modifications au fil du temps. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, et notamment avec le décret de mars 2022. Et enfin, c'est un travail qui va demander une aide active de différents collaborateurs, acteurs au sein de l'entreprise. Et ce travail va participer à une amélioration continue des conditions de travail. Ainsi, peux-tu nous donner les raisons qui vont pousser un employeur à réaliser ce document, Lucie ? Alors, plusieurs raisons, effectivement, peuvent pousser un employeur à constituer son document unique. Une des raisons, c'est préserver la santé et la sécurité du travailleur. C'est cette santé physique et mentale. C'est lutter contre les accidents du travail et les maladies professionnelles qui ont un impact sur le salarié et un impact sur l'entreprise. Ensuite, on l'a dit, l'obligation légale, la réglementation issue donc, du Code du travail, elle vous impose cette mise en place de ce document sous peine d'une amende, d'une pénalité qui peut aller de 1 500 € en cas de non-présentation de ce document à 3 000 € en cas de récidive. Plus grave encore, avec la responsabilité pénale du chef d'établissement qui pourrait être engagé notamment en cas d'accident grave. Ensuite, ce travail, cette production, c'est
ça favorise forcément le dialogue social au sein de l'établissement. C'est un outil qui va s'inscrire dans la qualité de vie et les conditions de travail. Et j'ai envie de dire que cet ensemble de ces points va contribuer à la performance de l'entreprise et à son image. On y voit donc plusieurs enjeux dans la réalisation de ce document. Alors, tout à fait, plusieurs enjeux. Pour rappel, les accidents du travail, les maladies professionnelles, c'est quand même 50 millions de journées de travail perdues. Le coût moyen d'un accident du travail, c'est 4 500 € et c'est supporté par l'entreprise pour un arrêt de travail de plus de 60 jours. C'est cet enjeu humain qui nous intéresse, c'est améliorer le travail, c'est aller vers une qualité de vie et des conditions de travail pour le travailleur, c'est maintenir les salariés en emploi et c'est lutter contre un absentéisme ou un turnover. Ensuite, il y a un coût financier direct supporté par l'entreprise sous forme de cotisation et qui va prendre en compte la prise en charge des frais de santé, les indemnités journalières par exemple, et la rente en cas d'incapacité partielle ou permanente. C'est un coût financier aussi indirect, qui est plus difficile à chiffrer, mais on l'estime en tout cas 4 fois supérieur au coût financier direct et qui englobe un tas d'éléments, c'est-à-dire une perte de production, des dommages matériels qu'il faudra remplacer, c'est gérer l'absentéisme, c'est du temps à recruter un nouveau collaborateur, à le former, ça désorganise forcément l'entreprise, une perte de l'image et une perte de l'attractivité également. Ensuite, l'aspect réglementaire, déjà en 89, on évoquait les principes fondamentaux de la protection des travailleurs, mais c'est vraiment en 2001, avec le décret, qu'apparaît la notion de document unique. Merci Lucie pour ces précisions. Rebondissons sur ce dernier aspect réglementaire et parlons maintenant du cadre réglementaire qui va border la réalisation de ce document. Tout à fait. Donc, on rentre encore dans un autre cadre réglementaire avec des modifications puisqu'on a des mentions orange ici. Comme on l'a dit, les résultats de l'évaluation des risques, ça doit être inscrit dans ce document unique. Et ça doit être inscrit dès lors que vous avez un salarié dans votre établissement. Désormais, ça va être seulement les entreprises de plus de 11 salariés qui doivent effectuer une mise à jour annuelle du document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, pour celles inférieures à 11 salariés, la mise à jour doit se faire de la même façon. Lors de toute décision d'aménagement important qui va modifier les conditions de travail et les conditions de santé et de sécurité du travailleur, et également lorsqu'une information supplémentaire intéresse l'évaluation d'un risque et qui est portée à la connaissance de l'employeur. Alors, une autre mention, le Code du travail prévoit que l'employeur doit prendre en compte l'évaluation des risques en cas d'exposition à des agents chimiques dangereux. Mais le décret, lui, il vient compléter cette évaluation de ce risque et l'employeur doit prendre en compte, en cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, il doit prendre en compte les effets combinés de l'ensemble de ces agents. Donc, nous voyons maintenant déjà les premières évolutions qui vont impacter le document unique. Alors, effectivement, pour terminer sur le cadre réglementaire, les acteurs du DU, du document unique, on a d'un côté l'employeur qui doit mettre en place les moyens nécessaires pour garantir, assurer la sécurité, protéger la santé physique de son travailleur. Et pour cela, il va donner aux salariés des instructions pour qu'ils puissent accomplir ces tâches au quotidien. Et on a en même temps ce salarié qui lui aussi doit prendre soin de lui, veiller à sa sécurité et celle des autres personnes qui seraient présentes sur le site. Et il doit respecter effectivement aussi les consignes fixées par son employeur. Merci Lucie pour ces explications. Je vais maintenant me tourner vers Julien Cochard pour lui demander de nous préciser qui va contribuer à la réalisation de ce document unique. Merci Elodie. Donc effectivement, qui doit contribuer à la réalisation du document unique? C'est des éléments qui étaient déjà présents, qui étaient déjà réalisés, mais aujourd'hui c'est intégré clairement dans le Code du travail.
à savoir que le référent prévention ou conseiller à la sécurité et aux conditions de travail, c'est-à-dire que la personne qui est en charge de ces problématiques-là dans l'entreprise, qui elle aussi est ciblée par le Code du travail, a cette fois-ci peut avoir comme mission effectivement de contribuer à la réalisation du DU. Suite à l'intégration du référent Covid pendant la pandémie, ce référent, effectivement, peut aussi être intégré comme étant l'employeur, même si ça n'est pas clairement écrit dans les textes. En tout cas, pour les très petites entreprises, ça peut être le cas. Autre personne, ça peut être les membres du CSE et du CSSCT qui, en plus de contribuer à la réalisation du document unique, ont également la partie consultation du DUR, c'est-à-dire que l'employeur doit consulter ces instances sur sur le document unique et les mises à jour qui sont réalisées. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté réglementaire, la consultation du CSE des CSSCT. Les organismes et instances de branches professionnelles, pour certaines, sont assez proactives, l'étaient déjà depuis un moment, en tout cas sur l'aide à la réalisation des documents uniques. Donc là aussi, c'est intégré clairement dans les textes. Et donc, vous pouvez vous rapprocher pour avoir soit de l'aide plutôt documentaire ou d'un intervenant pour vous aider à faire votre document unique de la part de vos organisations professionnelles. Ensuite, on va avoir bien évidemment le service de prévention et de santé au travail dont nous faisons partie. Là aussi, ça fait bien longtemps que nous vous aidons à réaliser le document unique d'évaluation des risques, mais là, effectivement, c'est institutionnalisé comme une de nos missions réglementaires. Ensuite, on va également retrouver, bien évidemment, les organismes comme la CARSAT, donc l'assurance maladie risque professionnel, l'INRS, l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Et en dernier lieu, on retrouvera les IPRP enregistrés, c'est-à-dire les intervenants en prévention des risques professionnels, qui sont des personnes en freelance qui vont pouvoir effectivement vous proposer une prestation pour contribuer à la réalisation de ce document unique. Vous trouverez la liste de ces personnes qui sont enregistrées auprès des DRETS, donc l'inspection du travail. Vous trouverez leur nom sur les sites de vos DRETS respectives pour ceux qui ne sont pas en PACA. Donc, sinon, c'est la DRETS PACA pour PACA. Voilà pour cette partie réglementaire. Ensuite, dans les nouveaux éléments précisés par la loi de 2021, nous avons quelques évolutions qui concernent la mise à jour et la conservation du document unique. Effectivement. Alors, commençons par ce qui ne change pas, c'est l'accessibilité au DU. C'est-à-dire que le document unique doit être facilement accessible, ça ne change pas. Et les modalités d'accès doivent être affichées dans un endroit convenable. Donc, si l'entreprise a un règlement intérieur, les modalités d'accès doivent être intégrées, doivent être affichées à côté de l'affichage du règlement intérieur. Maintenant, quand on parle de mise à disposition du document unique, on va savoir qui. Alors, qui? Les travailleurs, ça aussi, ça ne change pas. Mais ce qui va changer, ce sont les anciens travailleurs. Et ça n'était pas le cas avant. Alors, ça veut dire que les anciens travailleurs peuvent avoir accès aux versions du document unique qui va les concerner, qui va les impacter. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas demander tous les anciens documents uniques, mais uniquement les documents uniques qui concernent la période où ils étaient dans l'entreprise et la partie qui va les concerner. Ensuite, on va avoir aussi forcément les représentants du CSE et du CSSCT, bien entendu, qui vont avoir un accès au DU, bien entendu. On aura également, alors, légère modification, le système d'inspection du travail. Il était écrit avant inspection du travail, maintenant c'est le système d'inspection du travail. On aura également les organismes comme la CARSAT qu'on a déjà cité, l'ANACT également, mais aussi l'IRSN et l'ASN pour la partie rayonnement ionisant qui vont avoir un accès privilégié, qui vont avoir un accès tout simplement aux documents uniques sur demande. Donc, on parle de mise à disposition. Les SPST aussi ont un accès aux documents uniques et en plus d'une mise à disposition, l'employeur doit transmettre au service de prévention et de santé au travail le document unique, et cela à chaque mise à jour. Donc ça, c'est une grosse nouveauté, ce qui veut dire qu'on va recevoir tous vos documents uniques, et bien sûr, on va essayer de s'en servir pour adapter en fait, notre offre de service, à savoir la partie suivi de santé des salariés, mais aussi les actions qu'on peut vous apporter, comme on vous l'a cité plus tôt. Concernant la conservation, point important aussi, grosse nouveauté, les documents uniques, toutes les versions antérieures, notamment les mises à jour antérieures, doivent être conservées au moins 40 ans. Pourquoi 40 ans? Tout
Tout simplement, une carrière professionnelle peut durer une quarantaine d'années et effectivement, le curseur a été placé à 40 ans pour la conservation de ces documents uniques qui comportent les expositions professionnelles. Autre grosse nouveauté qui va arriver bientôt, c'est le dépôt dématérialisé de ces documents uniques sur une plateforme numérique qui est gérée par les organisations professionnelles employeurs. Donc, cette plateforme est en cours de réalisation, donc elle n'existe pas encore aujourd'hui, mais nous avons déjà les échéances qui apparaissent juste en dessous. Il faut savoir que les échéances vont être liées au nombre de salariés que vous avez dans l'entreprise. Plus vous avez une grosse entreprise, plus l'échéance sera tôt. Et inversement, moins vous avez de salariés, plus l'échéance sera tard. Merci Julien. Dans les nouveautés, nous parlons également d'actions de prévention des risques. Quand on parle d'actions de prévention, de quoi parle-t-on exactement? Alors, l'employeur a pour obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des travailleurs. Donc ça n'est pas une nouveauté. Et quand on parle d'action de prévention, il y a plusieurs éléments qu'on peut citer. Alors, ce qui est important, c'est la partie action de formation et d'information. Point important, parfois négligé, donc ça, c'est une action de prévention, ne pas l'oublier, mais également les mesures plutôt organisationnelles, c'est-à-dire les consignes, comment on va organiser le travail, ce qui permet finalement bien souvent de limiter les accidents du travail et les maladies professionnelles. Les mesures techniques, bien évidemment, c'est-à-dire acheter un élément qui va permettre de limiter certains accidents, donc ça on y pense plutôt en premier lieu, et les mesures concernant le personnel, qui peuvent être des équipements de protection individuelle, typiquement des gants, des chaussures de sécurité. Donc ça, effectivement, c'est très bien. Ça permet de protéger le salarié en dernier lieu. Mais attention, le problème, c'est que ça concerne le personnel et donc le personnel doit les porter. Et donc, il peut y avoir des écarts entre ce qu'on veut, ce qu'on souhaite et ce qui est réalisé sur le terrain. Donc, attention à bien vous fier aux premières mesures avant de vous concentrer sur les équipements de protection individuelle. Ces actions de prévention doivent être planifiées, donc on voit que ça apparaît en orange, c'était déjà le cas avant, mais la nouveauté, c'est que pour les entreprises qui possèdent moins de 50 salariés, il est demandé d'avoir un listing des actions de prévention, donc une liste des actions de prévention à mener, et pour les entreprises de plus de 50 salariés, il doit y avoir, attention, un programme de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail. Donc la différence, c'est qu'en plus de la liste des actions, on va avoir des indicateurs particuliers qu'on vous présentera un petit peu plus tard. Le point à retenir, c'est que la mise à jour de ces éléments doit être réalisée en même temps que le document unique, mais si nécessaire. C'est-à-dire que si vous mettez à jour le document unique, mais qu'il n'y a pas de spécificités particulières qui vont amener un changement dans le plan d'action, dans le programme d'action, vous n'êtes pas obligé de le mettre à jour. Donc, on le met à jour si nécessaire. Voilà ce qui est écrit en tout cas dans les textes. Nous allons maintenant aborder les grandes étapes de la réalisation du document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, nous avons essayé de vous faire un petit schéma en 5 étapes pour vraiment essayer de clarifier tout ça. Premier point, première étape, préparation des éléments utiles. Alors, en tête de liste, nous avons mis la fiche d'entreprise qui est réalisée par vos services de prévention et de santé au travail. Donc, si vous l'avez, essayez de vous en servir. Pour faire simple, c'est un document qui va vous permettre d'avoir notre vision de votre entreprise en termes de risques professionnels, de mesures de prévention existantes et de préconisations que l'on vous propose pour que vous puissiez améliorer la partie risque professionnel dans votre entreprise. À côté de ça, vous avez tous les éléments internes, compte rendu de réunion de CSE, CSSCT, retour d'expérience sur les accidents de travail, maladies professionnelles et bilans sociaux, mais aussi les éléments plutôt externes, la veille réglementaire que vous allez réaliser, donc vous le faites un petit peu aujourd'hui en suivant ce webinaire, les fiches de données de sécurité qui sont réalisées par les fabricants des produits et qui sont transmis par votre fournisseur, donc lorsque vous utilisez des produits avec un pictogramme, donc des produits dangereux. Et enfin, les rapports d'expertise que vous pouvez avoir, type rapport électrique, et j'en passe. Une fois que vous avez tous ces éléments de base pour faire votre document unique ou mettre à jour,
la création des unités de travail est un point incontournable, une étape très importante qui va finalement vous permettre d'arriver à orienter votre document unique d'une façon ou d'une autre et la simplifier. Donc, on vous détaillera un petit peu comment faire des unités de travail pour avoir un bon document unique. Une fois que c'est fait, on va réaliser un état des lieux pour chaque unité de travail en indiquant quelles sont les différentes sources de danger, les tâches qui sont réalisées si elles sont dangereuses et les moyens de prévention existants. Une fois cet état des lieux réalisé, on va évaluer le risque, puisqu'effectivement, ça s'appelle tout de même document unique d'évaluation des risques professionnels, il ne faudrait pas l'oublier. Donc, quand on va évaluer le risque, il existe une myriade de méthodologies, on ne va pas les détailler ici, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que pour déterminer un risque, il vous faut un danger et une exposition. Ensuite, on prendra en compte la maîtrise du risque en fonction de ce que vous réalisez dans l'entreprise. Ces éléments vont vous permettre de prioriser les différents risques que vous avez dans l'entreprise et en fonction des risques les plus importants, vous allez déterminer votre fameux plan d'action et dans ce plan d'action, vous allez détailler les actions et comment vous allez les mettre en œuvre. Ce schéma est bien, mais il manque quelque chose. Il nous manque un retour entre l'étape 5 et l'étape 3, cette démarche d'amélioration continue qui est très importante, qui va nous permettre à échéance régulière, tous les ans au moins, d'arriver à savoir, à s'auto-évaluer, savoir si les actions qu'on a mises en œuvre vont avoir eu les effets escomptés. Et si effectivement il faut continuer dans ce sens, changer de braquet, ou tout simplement rester comme on est, puisqu'on a bien travaillé. Donc, toute cette question de retour d'expérience va être très, très importante pour avoir un document unique qui tient la route et quelque chose d'efficace et qui tient dans le temps. Merci Julien pour cette vision d'ensemble des grandes étapes de la réalisation de ce document. Une fois les éléments utiles préparés, nous allons faire un zoom sur les étapes à suivre. Concrètement, comment allons-nous faire pour mettre en place ou réaliser nos différentes unités de travail? Alors, les unités de travail, comme je l'ai dit, c'est un point essentiel. On peut commencer par des unités transverses. Et donc, dans les unités transverses, on va entendre les risques qui vont porter sur l'ensemble des travailleurs. Donc, quand on pense à ça, on pense par exemple au risque incendie dans le cas général, hein, qui va pouvoir toucher tous les travailleurs de la même façon. Donc, autant mettre ça dans un morceau du document unique qui va concerner tout le monde, mais également la partie salle de pause, repas, la partie intrusion, terrorisme, effectivement, qu'il faut quand même prendre en compte. Et en orange, vous voyez la partie qualité de vie et les conditions de travail qui, effectivement, est un point qui est intégré dans le Code du travail. Donc, il faut le prendre en considération. Vous pouvez tout à fait le prendre en compte au niveau transverse. À côté de ça, on a des unités qui peuvent être métiers, appelés métiers, c'est-à-dire que les risques professionnels peuvent bien souvent s'attacher plutôt au métier des personnes. Donc là, on peut regrouper par contre, et c'est même conseillé. C'est-à-dire que la première que vous voyez, c'est la partie plutôt administrative. Alors, les personnes qui vont avoir plutôt, par exemple, quelqu'un des ressources humaines et quelqu'un de la comptabilité ne font pas le même métier. Par contre, en termes de risque professionnel, c'est des choses qui peuvent être approchantes. Donc, pour se simplifier la vie, on va pouvoir regrouper ces personnels-là sous la même unité de travail métier, puisque les risques vont être identiques. Ensuite, on va pouvoir aussi réaliser des unités géographiques si besoin, bien sûr. Et donc, parfois, le risque peut effectivement être plutôt accroché au lieu, au bâtiment où on va exercer son métier. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à se rajouter une unité plutôt géographique pour, toujours pareil, se simplifier les choses. Donc, le concept est assez libre, il faut vraiment en profiter, c'est rare quand on a de la liberté. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce concept libre. Point important, une personne peut faire partie de plusieurs unités de travail, donc encore de la souplesse, donc n'hésitez pas à vous en servir. Je terminerai en disant qu'effectivement, l'unité de travail, ne cherchez pas à en avoir énormément, parce que si c'est trop détaillé, vous allez perdre du temps, vous éparpiller en essayant de faire des états des lieux à droite et à gauche. Par contre, il faut quand même que ce soit suffisamment détaillé pour que les risques qui sont à l'intérieur soient homogènes, l'exposition aux risques soit homogène entre les différentes personnes qui constituent cette unité de travail. Voilà. Merci Julien pour ces explications. Nous allons maintenant nous tourner vers Lucie Dezé, qui va nous expliquer comment identifier les dangers présents dans l'entreprise. Merci Elodie. Donc, une fois que les unités de travail de votre entreprise sont déterminées, on identifie les dangers pour chacune de ces unités.
Nous sommes donc à l'étape état des lieux, identification des dangers dans la réalisation du document unique d'évaluation des risques. Abordons en premier lieu deux définitions. Le danger, c'est la capacité d'un élément à impacter la santé et la sécurité d'un individu. Le risque, quant à lui, c'est l'exposition d'un individu à un danger. Dans l'identification des dangers, les questions à se poser, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'état de fait dans l'entreprise au moment de notre démarche d'identification? À titre d'exemple, prenons une tâche avec de la saisie informatique. Après réflexion, on repère, on identifie des postures contraignantes, plus exactement des extensions des cervicales générées par un écran positionné trop haut, par exemple. On repère, on identifie également une ambiance lumineuse générant des reflets sur l'écran. Second exemple, lors de déplacements professionnels, après réflexion, on repère, on identifie des postures contraignantes face à une position de conduite non adaptée, par exemple. Concrètement, on s'y prend comment pour analyser les situations dangereuses? C'est un travail collaboratif entre salariés et employeurs. On peut organiser des groupes de travail, des chasses aux risques, des visites de prévention dans les unités de travail. Un principe important est de toujours se baser sur le travail réel des salariés, qui est très souvent différent du travail prescrit. Le travail réel, c'est ce qui se passe vraiment à un poste de travail. Le travail prescrit, c'est la formalisation des tâches de travail d'un poste dans un protocole écrit, par exemple. Vos services de prévention et santé au travail peuvent vous accompagner dans cette démarche d'identification des dangers. Faites-en la demande auprès de votre médecin du travail. Lorsque l'analyse des risques ne fait pas partie intégrale de notre cœur de métier, comment peut-on réaliser cette identification des dangers? Sur quoi peut-on se baser pour identifier tous les dangers de notre entreprise, Lucie? Effectivement, Élodie, il n'est pas toujours évident de réaliser une identification des dangers dans le cadre du document unique. Pour vous aider dans cette étape, il existe des listes non exhaustives de sources de danger. Cela permet d'avoir un repère et de ne pas oublier un danger que l'on ne considérerait pas comme tel par habitude de le côtoyer régulièrement dans son activité professionnelle. Une habitude d'exposition ne signifie pas qu'il n'existe pas d'exposition. Nommons quelques dangers à prendre en compte dans votre document unique. Les dangers les plus communs, circulation de plein pied, posture contraignante, manutention manuelle, circulation de véhicules, ambiance lumineuse, chute d'objets, incendie, électricité, facteurs humains et psychosociaux. Les dangers plus spécifiques, vibrations, agents chimiques dangereux, produits, émissions ou déchets, manutention mécanique, rayonnement ionisant et non ionisant, travail en hauteur. Petit ciblage sur le risque chimique et plus particulièrement les multi-expositions. Dans le dernier décret du 18 mars 2022, l'article R4412-6 et 7, une petite précision intervient. Il faut prendre en compte les expositions simultanées ou successives à plusieurs agents chimiques, ainsi que les effets risques combinés de l'ensemble de ces agents. Autre petit ciblage, toujours en rapport aux dernières précisions dans l'article L4121-3, l'organisation du travail est clairement identifiée comme essentielle dans l'évaluation des risques et doit faire l'objet d'une intégration dans le document unique. D'autres dangers, donc par exemple les dangers parfois émergents, c'est l'actualité, le Covid-19, isolement en lien avec le télétravail, sont à intégrer dans la démarche d'évaluation. Une fois que les dangers sont identifiés, il faut, pour chaque danger, traduire le risque correspondant. À titre d'exemple, pour illustrer, prenons la circulation de plein pied. L'analyse consiste à répondre à la question « Quel est le risque de chute de plein pied pour le travailleur ?» Quels sont les événements et circonstances généraux ou spécifiques qui risquent de faire chuter un salarié? Existe-t-il une présence d'encombrement au sol, des fils électriques, des cartons stockés anarchiquement? Le sol est-il en bon état ou encore est-il entretenu? Ce questionnement va vous aider à évaluer votre risque de chute. Une fois les différents dangers présents dans l'entreprise identifiés et donc les risques qui en découlent, il va falloir évaluer ces risques-là. Quelle est la méthode à appliquer pour cela? Nous avons vu précédemment que le risque, c'est l'exposition du travailleur à un danger. Comment évaluer les risques pour les différents dangers identifiés dans une activité de travail? Il faut définir une cotation du risque. Il y a 3 critères à prendre en compte. Pour les 2 premiers critères, la gravité et la fréquence.
Plus ils sont présents, plus le risque est augmenté. Concernant la gravité du dommage sur la santé ou la sécurité du travailleur, il faut déterminer cette gravité du dommage, c'est-à-dire est-ce que cette gravité est faible, moyenne ou importante. Cela sera déterminé pour chaque risque. Plus la gravité du dommage sera importante, plus le risque sera augmenté. Concernant la fréquence et la durée d'exposition, elle va en partie déterminer la probabilité d'apparition du risque. Plus la situation dangereuse va se repérer dans le temps et en durée, plus le risque est probable et donc augmenté. À l'inverse de cette logique que je viens d'aborder, nous avons le troisième critère qui est la maîtrise du risque. La maîtrise, c'est l'ensemble des mesures de prévention mises en place par l'employeur pour réduire un risque. Il faut que les mesures de prévention soient adaptées et efficaces pour être prises en compte. Plus il y a de mesures de prévention adaptées et efficaces au poste de travail, qu'elles soient techniques, humaines ou organisationnelles, comme Julien l'expliquait précédemment, plus le risque diminue. Il n'y a pas de cotation définie. L'important, c'est vraiment d'utiliser la même du début jusqu'à la fin de la démarche pour qu'il puisse y avoir une cohérence. L'objectif de cette cotation, c'est de classer les risques principaux de l'entreprise du plus important au moins important, afin de prioriser les actions à entreprendre dans un plan d'action, que ce soit une liste d'actions ou un programme selon la taille de l'entreprise. Il paraît cohérent d'agir en priorité sur les risques classés comme les plus importants. L'évaluation des risques est une étape souvent perçue comme plus complexe par les employeurs. Votre service de prévention et santé au travail peut vous accompagner dans cette étape d'évaluation. Demandez conseil à votre médecin du travail. En effet, grâce aux résultats de cette évaluation, nous avons une priorisation des actions en fonction de leur cotation. C'est à ce moment qu'intervient l'étape indispensable de la réalisation du plan d'action. Effectivement, le plan d'action découle du résultat de l'évaluation avec la cotation des risques professionnels. Ce sont toutes les mesures de prévention qui ne sont pas encore mises en place dans l'entreprise et qu'il va falloir mettre en place dans cette même entreprise pour diminuer les risques présents dans l'activité des salariés. On peut définir 3 phases d'organisation pour réaliser un plan d'action. Première phase du plan d'action, c'est la définition des actions. Il est primordial que l'employeur fasse participer les salariés et qu'il donne la priorité aux actions intégrant les grands principes de prévention. Quelques exemples de ces grands principes: éviter les risques, pratiquer la prévention à la source, adapter le travail à l'homme, utiliser les évolutions des techniques, remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins, donner la priorité aux protections collectives par rapport aux protections individuelles. Deuxième phase du plan d'action, c'est la planification des actions. Les notions que je vais aborder à partir de maintenant et pour toutes les autres phases du plan d'action ont été ajoutées dans la nouvelle réglementation, même si concrètement elles étaient mises en place auparavant dans la démarche sans avoir un caractère obligatoire jusqu'à aujourd'hui. Le questionnement à mettre en place, c'est de quel délai je dispose, de quelles ressources j'ai besoin et je dispose. Quel calendrier je mets en place? Il faut budgétiser, savoir combien cela va coûter. Il faut définir les conditions d'exécution de ces actions, comment et avec qui cela va se dérouler, qui est le pilote de l'action. La dernière phase du plan d'action, c'est le suivi des actions. Il faut mettre en place des indicateurs de résultats, comme par exemple un questionnaire, un sondage, des entretiens, pour recueillir un ressenti des salariés ou bien le nombre d'incidents survenus après la mise en place des actions. Dans le but d'en conclure une notion qualitative de l'action, au final, c'est ce qui permettra de répondre à la question: est-ce que mon action est efficace et pertinente? Dans le cas contraire, il faudra envisager d'autres actions. C'est donc à cette étape que l'on va parler d'amélioration continue. Tout à fait, Élodie. Le document unique doit être mis à jour à minima tous les ans pour les entreprises de plus de 11 salariés et pour toutes les autres entreprises s'il apparaît un aménagement de l'environnement de travail ou d'une information supplémentaire qui impacterait l'évaluation des risques professionnels. Cette mise à jour s'inscrit dans une politique d'amélioration continue et elle concerne toutes les étapes précédemment développées, que ce soit l'étape 1, rassemblement des éléments utiles, l'étape 2,
création des unités de travail. L'étape 3, réalisation d'un état des lieux. L'étape 4, évaluation des risques avec cotation de ces derniers. Ou bien l'étape 5, plan d'action. Il est important de souligner que systématiquement, les actions de prévention déterminées dans le plan d'action, une fois qu'elles seront mises en place dans l'activité professionnelle, devront basculer en mesures de prévention existantes dans l'entreprise. Elles seront alors à prendre en compte dans la maîtrise du risque lors de la cotation du risque dans le cadre d'une mise à jour. L'objectif étant de réduire continuellement les risques année par année et d'améliorer les conditions de travail de l'ensemble de nos salariés. Merci Lucie Dezé pour ce récapitulatif des différentes étapes de cette action. Nous allons maintenant nous retourner vers Lucie Nittard pour nous présenter quelques éléments qui pourront être utiles dans la réalisation du document unique. Oui, pour vous aider dans ce travail, il faut compter sur les services de prévention et de santé au travail qui seront un atout pour vous. Nous sommes là pour vous accompagner, vous donner des conseils personnalisés et aussi vous fournir des supports pour constituer cette évaluation. Ensuite, vous pouvez vous tourner vers l'INRS avec notamment le ED 840 qui est un guide d'évaluation des risques professionnels et qui aide au repérage de ces risques pour ce qui est des PME et PMI. En tout cas, si dans cette démarche d'évaluation vous débutez, ce document peut vous initier de manière assez simple. Donc, il est intéressant. Ensuite, vous avez l'OIRA, qui est l'outil d'évaluation des risques et qui se trouve là aussi sur le site de l'INRS. Et ensuite, vous tournez, pourquoi pas, vers vos organisations professionnelles pour avoir là aussi des conseils sur la thématique des URP. Merci Lucie. Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce webinaire sur les nouveautés du document unique d'évaluation des risques professionnels. Alors, est-ce une révolution? Nous vous avons préparé donc un récapitulatif des différentes nouveautés de ce document. Alors, tout d'abord, la mise à jour annuelle ne concerne plus que les entreprises de 11 salariés et plus. Par la suite, les acteurs des services de santé au travail vont pouvoir contribuer à la réalisation de ce document. Donc, ça peut être des acteurs internes et également externes à l'entreprise. Le document unique doit être accessible aux anciens travailleurs et est réalisé en consultation par le comité social et économique qui doit être consulté à chaque mise à jour du document unique. Nous avons l'envoi de documents uniques au service de prévention et de santé au travail à chaque mise à jour. Donc, c'est un élément qui était déjà préconisé, mais qui a vraiment été reprécisé par la loi santé au travail de août 2021. La conservation pendant 40 ans du document unique d'évaluation des risques professionnels va vraiment être un des points clés des évolutions. De plus, nous avons la mise en place de ce document dans la plateforme dématérialisée, donc plateforme qui sera définie par la suite. Et Julien, vous avez expliqué un petit peu la chronologie. Les effets des agents chimiques doivent être plus pris en compte dans l'évaluation des risques professionnels. En effet, un accent a été mis sur les risques chimiques, chose qui a été reprécisée, et nous avons un accent mis également sur la qualité de vie et les conditions de travail. Au niveau du plan d'action, on a un listing des actions qui va être vraiment précisé par la loi pour les entreprises de 50 salariés et plus, et un plan d'action avec différents critères tels que le budget, les indicateurs et les ressources. Nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire dont le replay et le support vont être disponibles sur le site internet de Présence. Nous pouvons maintenant passer aux questions-réponses. Première question que nous avons reçue. Il est mentionné que le comité social et économique et le service de prévention et de santé au travail auquel l'employeur adhère apportent leur contribution à l'évaluation des risques professionnels.
Est-ce que cela signifie qu'ils participent à l'évaluation ou qu'il faut les consulter pour qu'ils valident la méthodologie? La question étant, comment faire pour que la contribution du service de santé au travail et du CSE soit prouvée? Lucie, peux-tu répondre à cette question, s'il te plaît? Je vais essayer de répondre. Merci, Élodie. Alors, dans les textes, les services de prévention et de santé au travail ils doivent être intégrés. Ils contribuent à l'évaluation, enfin, à l'aide à l'évaluation des risques professionnels. Bien évidemment, c'est une aide et un accompagnement. Cette intégration et cette contribution, il n'y a pas de transfert, en tout cas, de la responsabilité du chef d'établissement. Le responsable de cette évaluation des risques, c'est le chef d'établissement. Ensuite, lorsqu'on l'a dit, Julien, dès qu'il y a des décisions d'aménagement qui va modifier les conditions de santé, de sécurité et de conditions de travail, on va devoir consulter le CSST, bien évidemment. Du coup, comme il y a consultation, il y a une invitation aux instances et donc il y a traçabilité à ce moment-là, je dirais. Mais voilà, en tout cas, il ne fait pas le document unique, il l'accompagne bien évidemment avec son équipe pluridisciplinaire. Merci Lucie pour ces précisions. Nous avons également une question sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et des améliorations de conditions de travail. Est-ce que ce document doit être un document détaché ou est-ce qu'il peut être rattaché au document unique? Julien. Oui, merci pour cette question, Élodie. Donc, le fameux PAPRIPACT, donc un acronyme un peu barbare, si on peut dire, mais a priori, il va falloir s'y habituer. Donc, ce fameux programme, alors je dirais qu'effectivement, il faut pouvoir le ressortir. Donc, ça veut dire qu'il faut pouvoir le traiter à part, mais clairement, dans la pratique, il va être plus simple de l'intégrer dans le document unique d'évaluation des risques, puisque effectivement, comme on l'a expliqué, vous allez évaluer vos risques, vous allez trouver des priorités d'action, vous allez alimenter ce plan d'action, ce programme d'action grâce à ça. Donc, au plus il va être intégré à votre document unique, au plus ce sera simple pour le gérer. Par contre, effectivement, il faut pouvoir l'extraire du document unique pour le présenter quand il faut. Donc, je dirais que rien ne s'oppose à ce qu'ils soient intégrés dans le document unique en soi pour une question de praticité, mais par contre, il faut pouvoir l'extraire parce qu'à un moment, il faut pouvoir le présenter de façon simple. Merci Julien. J'ai une autre question, une troisième question maintenant que je vais adresser à Lucie Dezé. L'évaluation des risques est une démarche dynamique et évolutive, d'où les conditions de mise à jour définies dans le Code du travail désormais, ce qui signifie qu'on va avoir plusieurs versions par an qui vont être possibles et qui vont faire évoluer le document unique. Est-ce que, or la nouvelle réglementation donc, implique de conserver les différentes versions, comment gérer une telle base de données car nous allons devoir les conserver pendant 40 ans? Je te remercie, Elodie, pour la question. À l'heure actuelle, nous avons de plus en plus de documents dématérialisés. Il faut s'organiser pour pouvoir les sauvegarder. Nos législateurs ont défini une obligation de 40 ans d'ancienneté qui n'est pas dérogeable puisque c'est une nouveauté. Je rajouterai mon point de vue présenteur à cette question. Le DUR est un outil de prévention avant tout, on l'a vu. Le but étant de se servir de ce document pour améliorer les conditions de travail en continu, d'où l'intérêt d'avoir un document à jour, mais de pouvoir tout de même se référer sur des éléments plus anciens si cela est nécessaire à un moment donné dans l'évaluation. Voilà. Merci beaucoup, Lucie. Maintenant, passons à une autre question. Est-ce que le document peut être rempli par l'employeur lui-même? Lucie Nicard, veux-tu répondre à cette question pour nous? Alors oui, on ne va pas… bien sûr qu'il peut le remplir lui-même, il est le responsable de ce travail. Après, le remplir lui-même, il a certainement une très bonne connaissance de l'ensemble des postes de travail, une très bonne connaissance des conditions de travail, mais le faire tout seul, c'est peut-être un petit peu difficile et se faire accompagner
c'est quand même toujours mieux. Se faire accompagner des salariés, comme on l'a dit, des acteurs en interne, mais aussi en externe, avec d'autres instances. Je conseille un accompagnement et les services de prévention et de santé au travail, ça fait partie de nos missions, bien évidemment, d'accompagner sur cette évaluation. Merci beaucoup, Lucie. J'ai une autre question maintenant. Julien Cochard, tu nous parlais de référent prévention tout à l'heure. Est-il obligatoire d'en désigner? Oui. Non, je vais développer un petit peu. Le Code du travail vous indique qu'il faut un salarié compétent sur le sujet pour toute entreprise à partir de 1 salarié. C'est peut-être plus facile quand on n'en a qu'un. Je plaisante, bien entendu. Non. En fonction, il est indiqué effectivement qu'en fonction des capacités de votre entreprise, des compétences qui sont à votre disposition, si vous ne pouvez pas désigner un salarié référent, à ce moment-là, vous pouvez faire appel à vos services de prévention et de santé au travail qui, peut-être selon leurs moyens, peuvent débloquer quelqu'un, mais ça va vraiment dépendre du service de prévention et de santé au travail. En général, ce n'est pas quelque chose qui est réalisé très souvent dans les services. Vous pouvez faire appel aussi, ce qui est écrit dans le texte, à la CARSAT, à l'ANACT, à l'OPP-BTP, qui sont effectivement peut-être en mesure de vous aider sur ces thématiques. Mais comme je le disais, de toute façon, il y a aussi les IPRP externes, dont je n'ai pas parlé, pardon. Donc, vous pouvez tout à fait contracter une prestation auprès de quelqu'un d'externe. Mais effectivement, comme je le disais, lors de la pandémie, un référent Covid devait être nommé, doit toujours l'être d'ailleurs, parce qu'on n'est pas sorti de cette pandémie tout à fait encore. Donc, le référent Covid, il a été indiqué que l'employeur dans les petites entreprises pouvait prendre ses missions de référent Covid. Donc, après, ce n'est pas clairement écrit, mais est-ce que par extension, on peut se dire que dans les petites entreprises, l'employeur peut aussi être le référent prévention? C'est une question un petit peu ouverte qui pourrait être posée à un juriste, mais en tout cas, il est légitime de se la poser. Mais c'est obligatoire d'avoir quelqu'un effectivement qui s'occupe de ces thématiques-là dans toute entreprise qui comporte des salariés. Merci beaucoup, Julien. J'ai une autre question très intéressante. L'actualisation est obligatoire pour les entreprises de 11 salariés. Cela signifie 11 ETP ou 11 personnes réelles. Lequel d'entre vous souhaite répondre à cette question? Julien, peut-être? C'est une très bonne question auquel je n'ai pas forcément la réponse. Mais en général, on est plutôt sur les ETP quand on parle même du CSE ou autre. Donc, je pense qu'on va être sur les ETP, mais à confirmer. ETP glissant sur 12 mois, si je ne dis pas de bêtises, pour le CSE. Donc, à confirmer, mais normalement, on est plutôt dans ce cadre-là. Peut-être pourrais-tu également nous rappeler ce que signifie ETP pour fournir 630. Équivalent temps plein en termes de salariés, c'est-à-dire qu'on n'est pas par tête, on est par temps de travail finalement en équivalent temps plein. Merci Julien. J'ai une question maintenant pour Lucie Dezé. À qui peut-on demander la fiche d'entreprise? Eh bien, la fiche d'entreprise est un document à la responsabilité de vos services de santé au travail. Donc, il faut le demander à votre médecin du travail. Il faut contacter votre service de santé au travail et demander si elle a été faite, ce qui devrait être le cas, ou si elle a été mise à jour. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, quelqu'un se déplacera dans votre entreprise, fera un état des lieux, une visite et établira ce document qui porte sur les risques professionnels. C'est une vision de l'équipe pluridisciplinaire, en fait, et du médecin du travail, sur les risques professionnels, les mesures de prévention qui sont présentes dans l'entreprise et des recommandations visant à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise. Merci Lucie. Je vais encore me retourner vers Julien. Tu nous parlais des échéances déposées pour déposer le document unique sur le portail. Comment les entreprises seront-elles informées de ces échéances? Alors, c'est déjà écrit dans le Code du travail. Les échéances donc, sont de mémoire pour les entreprises de plus de 150 salariés. Alors, il faut juste que je retrouve cette partie-là. Peut-être quelqu'un peut m'aider. Je crois que c'est 150 salariés. On est en juillet 2023. Et oui, 150 salariés. Si c'est inférieur à 150 salariés, on est au 1er juillet 2024.
Et pour l'effectif supérieur ou égal à 150, C'est ça. on 1er est juillet en 2023. 2023, juillet, pardon. Parfait. Alors maintenant, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le listing des actions de prévention serait-il le plan d'action? La réglementation prévoit-elle une forme spécifique comme le PAPRIPACT? Je pense que Julien va pouvoir répondre à cette question pour nous. Alors, bon, clairement, le fameux PAPRIPACT, c'est donc pour les entreprises de plus de 50. Si une entreprise de moins de 50 veut faire un PAPRIPACT, un programme, donc elle peut tout à fait le faire. Ce n'est pas interdit, qui peut le plus, peut le moins. Pour les entreprises de moins de 50, donc elles sont tenues d'avoir un listing d'actions de prévention. Donc c'est vrai qu'il est toujours intéressant de dire quand on va faire les actions quand même, mais ça c'est plus que le cas pratique. Mais en tout cas, il n'y a pas, ce que nous on l'a appelé plan d'action pour simplifier les choses, parce que c'est déjà ce qui était prévu. Mais ce qui est obligatoire, c'est d'avoir pour les entreprises de moins de 50 salariés un listing des actions à venir. Donc, il n'y a pas de PAPRIPACT, pas de programme, pas de forme spécifique. On va vraiment être sur un listing d'actions. Après, libre à vous de faire plus si vous le souhaitez. Et d'ailleurs, avant, il n'y avait pas cette limite. Donc, les entreprises de moins de 50 le faisaient déjà. Donc, si vous aviez déjà l'habitude de le faire, ne vous arrêtez pas, c'est très bien. En tout cas, l'obligation est à partir de 50. Merci Julien. J'ai maintenant une question pour Lucie Nicard. Pour évaluer, tu nous parlais du risque chimique au tout début du webinaire, pour évaluer le risque chimique dans l'entreprise avec la nouvelle loi, sera-t-il obligatoire de faire l'évaluation via le logiciel CERICH ou la création du document unique suffit à répondre à cette obligation? Ouais, je pense que CERICH, si on sait l'utiliser, c'est un outil bien évidemment qui vous aidera dans cette évaluation. Après chaque service de santé au travail, je ne sais pas mes confrères quel outil ils utilisent pour l'évaluation du risque chimique, mais c'est un élément contournable parce que les éléments essentiels nous apparaissent justement une fois qu'on a validé les fiches de données de sécurité. Merci Lucie. En effet, vous pouvez toujours vous rapprocher de vos services de prévention et de santé au travail. Le côté obligatoire pour utiliser CERICH, donc ce n'est pas du tout une obligation. Le tout, c'est vraiment de réaliser cette évaluation de risque chimique et de prendre en compte les polyexpositions. Sur les polyexpositions, effectivement, pourquoi les polyexpositions? C'est quelque chose d'assez compliqué. Il y a peu de possibilités de le faire assez simplement aujourd'hui. Il y a l'outil Nixil, l'INRS qui permet de commencer à le faire. En tout cas, c'est des éléments qui sont encore un petit peu complexes. CERICH, dans sa version de base, permet peu de faire la polyexposition. Donc, il n'y a pas vraiment d'outil à part Mixi qui permet de le faire, mais en tout cas, c'est des démarches assez complexes. Donc, c'est vrai que n'hésitez pas à vous rapprocher de vos services de prévention et de santé au travail. Et je ne l'ai pas abordé tout à l'heure, mais quand j'ai parlé de fiches de sécurité, rappelez-vous que les fiches de sécurité, vous devez aussi les transmettre au service de prévention et de santé au travail. Et nous, on met en place des démarches justement pour les analyser et pour essayer de vous aider, de pointer effectivement là où vous devez effectivement passer un peu plus de temps sur le risque chimique ou si vous pouvez peut-être garder ce point au chaud pour un peu plus tard, vous avez peut-être d'autres priorités. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Mais cette question polyexposition, c'est un point qui va être amélioré avec le temps, puisqu'aujourd'hui, il y a peu de facilité pour le faire simplement, mais on espère qu'on va trouver des méthodologies assez simples dans le futur. Merci Julien pour ce complément d'information. Si on a peu de problèmes constatés, est-ce qu'on a l'obligation de réaliser le plan d'action? Donc, étant donné que c'est précisé dans la loi, oui. Pour les questions qui ont été posées et auxquelles nous n'avons pas pu répondre du fait du timing un petit peu serré, nous allons revenir vers vous par mail ou n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui vous viennent a posteriori, à vous rapprocher évidemment de vos services de prévention et de santé au travail. Nous vous remercions d'avoir suivi ce webinaire et d'avoir été avec nous pendant toute cette heure et nous vous souhaitons une très belle journée. Merci, au revoir. Merci. Merci, au revoir.